Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je suis Lisa Lopopolo, je travaille dans le team marketing de Bpost et avec quelques collègues, je travaille aussi sur la plateforme Tous les magasins en ligne, une plateforme que Bpost a lancée en juin 2020 pour soutenir les petites entreprises en Belgique à mettre leurs premiers pas dans l'e-commerce. Entre-temps, nous avons élargi notre offre et en septembre, donc début septembre à peu près, nous avons lancé le nouveau site, tous les magasins en ligne, où non seulement les petites entreprises qui veulent lancer un webshop, mais aussi ceux qui ont déjà un webshop et ils veulent faire grandir leur boutique en ligne, peuvent trouver des articles, des templates, des guides d'inspiration. Également, vous pouvez réserver ou planifier une session gratuite avec notre experte en e-commerce. Donc, si vous n'avez pas encore visité le site, je vous invite à le découvrir. C'est aussi dans le cadre de tous les magasins en ligne que nous organisons ce webinaire ce soir. Notre experte en e-commerce, Esme, vous donnera beaucoup plus d'infos sur la stratégie du marketing email ou de l'email marketing. À la fin du webinaire, nous avons prévu un petit moment pour des questions. Si lors du webinaire, vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on vous répondra à la fin du webinaire. Pour ceux qui veulent savoir, le webinaire sera enregistré et on le mettra après sur notre site. Également, dans le mail que vous allez recevoir après quelques jours avec une enquête pour donner votre feedback du webinaire, vous aurez un lien vers l'enregistrement. Voilà, je vous souhaite une belle soirée avec beaucoup d'inspiration et je passe la parole à Esme. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci pour être venu ce soir. Je vais vite commencer parce qu'on a beaucoup d'informations pour passer aujourd'hui. Je suis pas francophone, donc si vous entendez des erreurs ce soir, j'espère juste que vous allez toutes comprendre et sinon vous pouvez, comme ma collègue Lisa a dit, certainement poser des questions après. Donc, on commence avec une petite sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va regarder pourquoi utiliser du marketing par mail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing par mail est un peu démodé, donc on va regarder pourquoi ce n'est pas le cas. Puis, on va regarder comment obtenir des leads pertinents d'une manière que vous n'oubliez pas des obligations juridiques. Puis, on regarde ce qui est important lors de l'élaboration d'une campagne lead. On va parler de quand envoyer un mail et à quelle fréquence. On va regarder quand et pourquoi personnaliser des mails. Regarder quelques types de mails que vous pouvez envoyer. Et au fin, je vais vous expliquer comment établir un entonnoir de mail, donc un email funnel. Et on va regarder comment faire des tests pour regarder quelles parties de votre mail ont le plus de succès. Dans cet webinaire, je vais aussi utiliser quelques mots en anglais, toujours avec la traduction en français, mais ce sont des mots utilisés souvent en marketing et des mots que vous allez aussi rencontrer en anglais. Donc, c'est plutôt important de aussi savoir comment on dit ça en anglais. Donc, pourquoi de marketing par mail? Il y a beaucoup d'avantages par rapport à, par exemple, Facebook et Google.
Ce n'est pas que Facebook et Google ne fonctionnent pas, c'est aussi bien. Donc, ce n'est pas du tout une publicité contre Facebook ou mail, mais il y a, comme on a rencontré ce début de cette semaine, quand Facebook, WhatsApp, Instagram ne marchent pas, vous avez un problème. Et quand, par exemple, votre compte est supprimé, vous perdez beaucoup de contacts. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir aussi une liste diffusion, d'une propre liste de diffusion avec les contacts que vous pouvez envoyer un mail. Aussi, presque tout le monde a une adresse mail. Donc, environ 70% des gens en Belgique ont un compte Facebook, mais il y a presque 95% qui ont une adresse mail. Donc, oui, c'est une manière sur laquelle vous pouvez toujours atteindre la plupart des personnes. En plus, la gestion des mails, vous envoyez des mails vers des clientes existantes ou des abonnés à votre newsletter. Donc, c'est beaucoup plus facile de les convaincre parce qu'ils sont déjà intéressés et ils ont de la confiance dans votre entreprise parce qu'ils ont donné leur adresse mail. On dit que le ROI de envoyer des mails est de 4400%. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Donc, ça veut dire qu'environ 44 fois votre investissement que vous pouvez gagner d'envoyer des mails. C'est bien sûr pas toujours comme ça. Ça dépend beaucoup de qualité des mails que vous envoyez. Mais quand vous envoyez des mails qui sont bien de qualité, c'est possible de vraiment avoir un très bon return sur investissement. Et c'est pour ça qu'on va aussi regarder comment envoyer des mails de qualité. Mais d'abord, si vous utilisez, si vous voulez faire une liste diffusion vous-même, vous pouvez toujours la combiner avec une pub Facebook ou Google. Vous faites un pub Facebook, Google vers une formulaire d'inscription à votre newsletter et comme ça, vous payez qu'une fois. Donc, vous payez pour le pub et pour obtenir les adresses, mais puis après, vous avez des adresses et vous pouvez gratuitement envoyer des mails par votre propre système. Et ce système, c'est un tool que vous pouvez installer sur votre plateforme de boutique en ligne et c'est peut-être que vous devez payer pour ça une seule fois, mais c'est jamais à comparer avec des coûts d'une campagne Facebook ou Google. Donc, pour envoyer des mails de qualité, on doit d'abord aussi obtenir des leads pertinents pour pouvoir envoyer un mailing qui est réussi. Et c'est bien important que vous constituez un carnet d'adresses pertinent et de qualité avec une attention à la législation sur le respect de la vie privée. Dès que 2018, je pense, la législation est devenue beaucoup plus sévère et c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il y a beaucoup de choses de tenir en compte quand vous obtenez des leads. On va d'abord regarder quelques manières pour obtenir des leads pertinents et je commence avec des choses qui sont plutôt faciles et on va continuer vers des choses qui coûtent un peu plus de temps. Mais pour commencer, j'ai vu qu'il y a beaucoup des entreprises qui n'ont pas une case à cocher pour l'adresse mail dans le panier d'achat. Donc, c'est quelque chose que je conseille de toujours de faire toujours parce que ça coûte pas beaucoup de travail pour vous et comme ça, vous avez un client aussi dans votre liste de diffusion de votre newsletter. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'un client
vous pouvez les envoyer des mails commerciaux, mais que pour 2 ans. Si après 2 ans, un client n'a pas de nouveau acheté chez vous, ce n'est plus un client chez vous et vous pouvez plus lui envoyer des mails. Donc, si vous voulez réactiver un client, c'est très important de aussi avoir son adresse mail dans votre newsletter database. Aussi, un conseil est d'ici, par exemple, dans cet exemple, vous voyez que cette entreprise demande déjà beaucoup des informations, des noms, mais aussi une adresse. Je vous conseille de, au début, pas demander trop des informations. Pourquoi pas? Parce que des gens, il y a toujours des gens qui sont un peu, qui s'inquiètent un peu. Pourquoi est-ce qu'ils doivent donner toutes ces informations, une adresse certainement et un peu difficile aussi des numéros de téléphone. Ça peut vraiment supprimer la conversion. Donc, il y a des gens qui sont par exemple, même déjà en train de remplir cette formulaire pour vraiment acheter quelque chose, mais ils voient qu'ils doivent donner beaucoup d'informations. C'est possible qu'ils vont supprimer leur achat et chercher quelque part d'autre parce qu'ils sont un peu, ils s'inquiètent sur toutes les informations. Donc, demandez que un nom et une adresse mail. Et si vous voulez plus d'informations de cet client ou de ce prospect, vous pouvez toujours demander dans un mail que vous envoyez après ce qu'ils sont inscrits. Comme dans cet exemple, ma collègue a envoyé un mail après son inscription pour ajouter sa date de naissance et quand elle a fait ça, elle a reçu 5 € pour dépenser dans la boutique. Donc ça, c'est une manière de recevoir plus des informations. On va encore voir plus tard pourquoi on a besoin de ces informations, mais ça, c'est une manière de faire ça sans inquiéter les gens. Une autre manière très facile est un pop-up sur le site web ou dans votre boutique en ligne. Une telle pop-up est souvent facile à installer par votre plateforme de boutique en ligne. Et ajouter une telle pop-up ou un tel pop-up sur votre site web dans lequel c'est possible de laisser facilement son adresse mail, c'est tout. Peut-être vous n'allez pas recevoir tous les adresses mail de tous les visiteurs sur le site, mais c'est certainement augmente la chance que les gens vont laisser leur adresse. Une autre chose à tenir en tête quand vous faites ça, et quand une personne a cliqué sur cette pop-up où ils ont rempli leur adresse mail, que le pop-up n'est plus là la prochaine fois, parce que sinon, ça va embêter les gens et ils ne vont plus revenir à votre site. Une troisième manière qui est un peu spéciale est de mettre une alerte rupture de stock pour envoyer une mailing d'alerte. Et ça, c'est spécial parce que vous pouvez mettre ça et recevoir l'adresse mail, mais vous ne pouvez que envoyer un mail par rapport à le produit qui est de nouveau en stock ou qui ne va pas retourner en fait. Donc, les personnes qui sont inscrites ici, ils ne sont pas inscrits dans votre newsletter, mais quand même, une pop-up comme ça chez des produits qui sont plus en stock est très intéressant parce que vous savez déjà que les personnes qui remplissent leur adresse mail là-bas, qui sont très intéressées par ce produit. Et pour ça, quand vous avez le produit de nouveau en stock, vous envoyez un mail et la chance qu'ils vont l'acheter est beaucoup plus grand parce qu'ils ont déjà indiqué d'avoir un intérêt. Ici, une autre manière pour obtenir une adresse mail est juste de mettre sur votre site une petite cadeau ou récompense après inscription. Donc, des gens qui s'inscrivent recevoir une réduction de 10% par exemple ou de 10 €, c'est ce que vous voulez.
quelque chose à tenir en tête ici, et il y a souvent des gens qui font s'inscrire puis se désabonner pour toujours avoir des réductions. C'est à vous pour décider quoi de faire avec ça, bien sûr, mais si vous décidez de le laisser comme ça, c'est vraiment très important de le calculer dans votre budget marketing. Donc, parce que si vous donnez toujours une réduction de 10%, vous devez remarquer ça dans votre marge, et ça doit bien sûr être résolu par le budget marketing, parce que ce n'est pas c'est quelque chose de tenir en tête en tout cas. Des autres manières sont coûtent un peu plus de travail. Donc, c'est échanger quelque chose pour des adresses mail. Par exemple, un livre blanc ou un e-book. Donc, vous demandez des adresses mail et un nom, par exemple, et au lieu, vous donnez un e-book ou quelque chose dans lequel votre groupe cible peut être intéressé. Voilà un peu la même chose, mais avec du contenu. On voit ça aussi souvent, des boutiques qui ont, par exemple, un petit blog ou qui partagent des recettes pour cuisiner, par exemple. Vous pouvez demander une adresse ou une adresse mail pour que les gens peuvent recevoir toutes les recettes de vous ou tout votre blog dans le futur. Une autre manière qui est aussi un peu plus difficile, vous devez prendre un peu de temps pour trouver des partenariats, c'est de mettre des collaborations, donc aborder d'autres entreprises qui ont le même groupe cible et en vue d'une collaboration. Donc, par exemple, quand vous vendez des bougies, vous pouvez trouver, par exemple, une boutique qui vend des meubles ou d'intérieur, et vous pouvez regarder pour une collaboration dans laquelle vous organisez ensemble, par exemple, un concours, et vous demandez une adresse mail pour que les gens peuvent gagner quelque chose de la boutique intérieure avec des bougies de votre boutique, par exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr. Et vous envoyez un mail, et tous les leads que vous avez obtenus, ils sont pour les deux entreprises. Bien sûr, vous devez aussi mettre une case à cocher et mettre vraiment clair qu'il s'agit d'une inscription pour les deux boutiques, mais c'est pas d'un problème. Et puis, vous avez aussi des leads et vous pouvez tous les deux les utiliser parce que vous avez la même groupe cible. Si vous va seulement échanger des leads, donc pas avec un concours ou quelque chose où des gens peuvent donner leur consent avec une case à cocher, vous avez besoin d'une convention de traitement, mais je vais encore expliquer ça plus tard. Puis, comme j'ai déjà dit au début, c'est aussi possible de mettre des publicités Google ou Facebook qui renvoient à une page opt-in. Donc, une telle page opt-in est vraiment très simple et ça peut encore mieux marcher si, par exemple, vous donnez un peu de réduction ou quelque chose. Certainement, quand vous allez mettre en place un pub, c'est peut-être mieux de aussi mettre une petite réduction pour que les gens sont plus motivés pour remplir leur adresse mail, parce que sinon, vous pouvez peut-être payer beaucoup pour votre pub et les gens ne s'inscrivent pas, et puis ce n'est pas utile, bien sûr. Donc, une autre manière un peu plus drôle est d'organiser, comme j'avais déjà dit, un concours ou d'utiliser une app gamification.
Donc, c'est un outil de gamification que vous pouvez lier à votre système via un plugin et vous pouvez créer différents petits jeux en lien avec votre marque ou produit. Donc, ce sont des apps très faciles à implémenter, à utiliser et vous pouvez aussi changer le thème, par exemple, pour le ressembler à votre boutique en ligne. Un bon exemple est Qualifio. Parce que ça vient de la Belgique, parce qu'il y a une chose qui est un peu dangereuse avec ces outils de gamification, et c'est que souvent, ça vient du Pays-Bas. Et en Pays-Bas, il y a des règles par rapport à la privacy et tout ça qui sont vraiment différentes, et aussi par rapport au concours. Donc, par exemple, de choisir un gagnant par, de la chance. Ça, c'est pas possible en Belgique et c'est possible en Pays-Bas. Donc, en Belgique, on n'a plus de règles par rapport à ça qu'on va aussi regarder. Mais je vais d'abord encore parler un peu plus de votre obligation juridique quand vous allez enregistrer une adresse mail après un concours. Donc, les gens doivent toujours pouvoir participer en Belgique à un concours sans être obligés de laisser leur adresse mail. Il n'y a qu'un cas où ça, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez toujours besoin d'une case à cocher grâce à laquelle les gens peuvent indiquer qu'ils souhaitent s'inscrire. Mais même s'ils ne font pas ça, ils ont toujours fait partie de la concours et doivent aussi avoir une chance à gagner. Donc, il y a toujours aussi la nécessité d'accéder à un document, par exemple comme un e-book que vous partagez aussi sans laisser votre adresse mail. Donc, vous pouvez laisser l'adresse mail pour recevoir le e-book, mais puis après, vous n'êtes pas inscrit dans le newsletter. C'est toujours obligatoire en Belgique d'avoir cette option. Il n'y a qu'une possibilité pour des concours quand ce n'est pas le cas, et c'est quand vous dites vraiment, vous indiquez vraiment dans le titre et la description de la concours, mais vraiment aussi dans le titre, que mentionner l'adresse mail est une condition pour participer. Donc, le premier exemple dans la présentation est « Inscrivez-vous et vous aurez une chance à gagner » ou « Laissez-nous votre adresse mail et tentez de gagner », par exemple. Mais si vous dites « Répondez à la question et vous aurez une chance de gagner », quand vous dites ça, vous devez ajouter une case à cocher et sinon, vous n'avez pas un opt-in. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ce que je veux aussi conseiller est de toujours toujours faire un print screen de comment vous avez installé votre lead campaign pour que quand quelqu'un le contrôlerait plus tard, vous pouvez le montrer. Parce que sinon, et vous ne pouvez pas montrer comment vous avez obtenu ces leads, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc, c'est pour vous-même que c'est vraiment important de documenter tout ce que vous faites. Donc, une autre chose qui est obligatoire est dans le texte que vous mettez à côté de la case à cocher, vous devez toujours décrire très concrètement pourquoi le prospect ou le client va s'inscrire. Donc, la fréquence du mail, quel contenu à quel contenu peut s'attendre la personne qui s'inscrit et de quelle marque ou entreprise. Donc, comme dans l'exemple, oui, je m'inscris à la lettre d'information hebdomadaire. C'est très important de mentionner ça, par exemple, Bpost, et je souhaite recevoir chaque semaine soit des infos, des offres, mais par exemple aussi quand vous allez envoyer des mails avec que des deals, c'est aussi important de le mentionner. Donc, et des autres choses importantes que la case à cocher ne peut pas du tout être obligatoire et aussi pas déjà cochée. Donc, je vois aussi souvent que la case est déjà
cocher pour le client, ce n'est pas ça n'est pas correct. Aussi, c'est peut-être logique, mais mentionner très clairement toujours les conditions lors d'un concours, parce que sinon, vous avez beaucoup de réactions des clients ou des prospects qui pensent que ce n'est pas honnête. Et comment sélectionner un gagnant dans un concours? Aussi important à savoir, j'ai déjà dit un peu, mais en Belgique, de la chance pour sélectionner quelqu'un n'est pas correcte. Donc, on ne peut pas sélectionner comme ça. Donc, on a toujours soit une question subsidiaire, donc une question pour laquelle n'est pas possible de rechercher la réponse. Par exemple, combien de personnes participeront à ce concours dans le mois d'octobre? Et on fait ça pour des choses qui sont très faciles. Par exemple, quand des gens doivent remplir un petit formulaire et un petit test de 3 questions, on utilise une question subsidiaire parce que il y a beaucoup de gens qui ont la réponse correcte. Donc, on va sélectionner tous les gens qui ont la réponse correcte. Et puis, de ces gens, on regarde qui est qui a la réponse qui ressemble le plus à la réponse de la question subsidiaire. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Quand vous demandez quelque chose qui demande un peu plus de travail des gens, par exemple d'envoyer une vidéo ou de vraiment créer quelque chose pour un concours, c'est peut-être mieux de ne travailler pas avec questions subsidiaires parce que ça me semble pas trop honnête et ça dépend encore beaucoup sur la chance. Mais vous pouvez aussi travailler avec un jury indépendant qui est composé de au moins 2 personnes qui ne travaillent pas chez vous. En plus aussi, un bouton pour se désabonner est toujours obligatoire dans tous les emails qui sortent. Vous voulez pas que les gens se désabonnent, donc vous le mettez dans le mail, mais en bas et pas trop grand. En plus, et ça, ce n'est pas une obligation juridique, mais c'est peut-être bon à mentionner que, que vous devez un peu regarder que votre liste reste pertinente parce que vous avez obtenu des adresses mail, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, des gens sont plus intéressés par votre produit. Donc, après un certain temps, c'est important de revoir la liste de contacts afin de vérifier si tout le monde dedans est encore pertinent. Donc, vous pouvez faire ça par envoyer un mail de réengagement à tous vos contacts qui n'ont pas ouvert leur mailing venant de vous pour plusieurs fois. Et demandez-les s'ils sont toujours intéressés de recevoir vos emails. Et faites un bouton dans le mail pour rester inscrite et puis vous tirez alors de la mailing list tous les contacts qui n'ont pas appuyé sur le bouton parce que vous savez déjà qu'ils ne lisent plus votre mail. Donc, ils ne sont plus intéressants pour vous. Et c'est mieux d'avoir une liste qui est plus courte, qui est pertinente, que d'avoir une liste énorme sur laquelle des gens ne répondent jamais. Donc, enfin, encore la convention de traitement, j'avais déjà mentionné, mais vous devez conclure une convention de traitement avec tous les parties qui enregistrent ou sauvegardent des données personnelles pour lesquelles votre organisation est responsable. Donc, par exemple, une autre entreprise vous paye pour recevoir votre donnée. Quand vous faites ça, vous devez toujours avoir une convention de traitement et ça doit donner l'objectif du traitement. Donc, pourquoi est-ce que vous traitez des informations, de quelle manière, où sont les données localisées, la confidentialité,
toutes les mesures que vous avez prises par rapport à la sécurité, le temps que le traitement va durer. Donc, combien de temps est-ce que vous allez utiliser ces leads, par exemple, et aussi qui est responsable. Et dernièrement, pour élaborer une campagne de leads, il y a quelques points d'attention parce que vous devez que votre campagne de leads est déjà dirigée vers votre groupe cible pour que vous soyez aussi pour que vous avez aussi des leads qui sont pertinents parce que quand vous avez mettez en place une campagne qui va vers tout le monde, vous allez peut-être avoir beaucoup d'inscriptions, mais pas pertinentes. Donc, on veut déjà nous diriger vers notre groupe cible quand élaborer la campagne. Donc, c'est d'abord très important de connaître votre groupe cible. C'est toujours très important dans votre marketing, bien sûr. De sélectionner les canaux sur lesquels votre groupe cible est présente, de fixer un budget que vous pouvez dépenser. Comme j'avais déjà dit, de demander aussi peu de données à caractère personnel que possible. Et ce qui peut aussi aider déjà de segmenter vos listes de mailing. Et c'est pour ça que vous pouvez plus tard demander des autres informations de vos clients, par exemple un âge ou leur composition de famille. C'est déjà beaucoup, mais si vous avez une relation de confidentialité avec vos clients, vous savez un peu qu'est-ce que vous pouvez demander, mais de plus d'infos que vous avez, plus que vous pouvez segmenter votre contact dans une liste et vous pouvez lui donner des contenus personnalisés. Et ça, c'est important pour le succès du mail. Et dernièrement, vous avez deux manières d'obtenir un lead. Il n'y a pas un de deux qui est mieux ou qui est correct et l'autre n'est pas correct, mais je vous explique les deux. Donc, le premier est juste une personne a coché la case à cocher et il est inscrit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui envoyer un mail. Merci de votre inscription. Et vous ajoutez la personne à votre liste de mails. Mais vous pouvez aussi faire ce qu'ils ont fait dans le deuxième exemple, et ça, c'est d'envoyer un mail au prospect pour demander « Merci, vous avez vous inscrit, mais si vous êtes certain, confirme encore votre adresse mail. » Et comme ça, vous avez un double opt-in. Et ça veut juste, ce n'est pas mieux, mais ça veut juste dire que cette personne a déjà dû faire plus que l'autre personne, donc il est certainement engagé. Donc, quand vous allez pour l'option 2, probablement vous allez avoir une liste qui est plus petit, mais avec des gens qui sont plutôt engagés. Dans l'autre version, vous allez avoir plus des inscriptions parce que tout le monde qui a rempli son adresse mail va être inscrit, mais vous ne savez pas s'ils sont tous engagés. Donc, c'est quelque chose aussi à tester, à décider vous-même. Puis, on a des types de mailing. On a des mailings manuels, ce que vous envoyez vous-même et vous faites chaque semaine, par exemple, un autre mailing avec un autre contenu. Ce sont plutôt des newsletters. Et vous avez des mailings automatiques que vous envoyez d'une certaine fréquence à tout le monde qui est inscrit dans le newsletter. Par exemple, quand quelqu'un est inscrit, il reçoit toujours un mail de bienvenue. C'est un mail automatique parce qu'ils sont envoyés à chaque personne séparément qui sont inscrits. Et les mailings automatiques, c'est quelque chose que vous pouvez aussi installer dans votre mailing tool ou dans la plateforme. C'est plutôt technique, je ne vais pas dans les détails aujourd'hui. Et les mailings manuels, c'est aussi dans votre système, mais vous remplissez un template et vous l'envoyez directement. Donc maintenant, on va voir quelques types de mailing.
Donc, on a des newsletters ou des lettres d'information. C'est la forme la plus simple du mailing et vous envoyez sur une base fréquente vers votre fichier d'adresse. Donc, c'est important de toujours un peu changer les sujets dedans. Et c'est pour ça que j'ai aussi mis quelques exemples de sujets que vous pouvez utiliser dans votre mail. Donc, par exemple, des sujets actuels. Ici, ma collègue, elle a eu un bébé et elle reçoit un retour au travail et quelque chose par rapport alimentaire de son enfant. Cette entreprise a très bien fait ça parce que ils sont au courant probablement de l'âge de ma collègue et qu'elle a une petite famille et qu'elle doit retourner au travail. Donc, ils savent déjà beaucoup. C'est peut-être un peu trop même, mais ça c'est actuel pour elle et elle va peut-être aimer lire ça. Donc, puis, on a aussi les sondages et les avis. Donc, les mails, vous pouvez utiliser pour vendre ou quelque chose à votre prospect ou client ou pour raconter de votre entreprise. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour que le client peut vous raconter quelque chose pour que votre produit peut s'améliorer ou le site ou tout ça. Donc, si vous avez une question ou vous avez une idée par rapport à votre entreprise, vous pouvez toujours demander vos clients. Faites un petit poll ou juste comme ici, de donner des petits points ou quelque chose et vous demandez l'avis de votre client. Et comme ça, vous savez aussi c'est quoi que mes clients, c'est quoi qu'ils veulent et vous pouvez l'offrir. Donc, comme ça, vous devenez aussi un peu plus près à votre client. Vous commencez à savoir qu'est-ce qu'ils veulent et des choses comme ça. Donc, et aussi pour le client, c'est une confirmation que pour vous, je suis importante parce que vous me demandez mon opinion. Si vous avez un blog vidéo, vous pouvez juste parfois mettre un mail avec un petit texte et un lien vers votre blog ou une vidéo. Ici, c'est un cas relatif à un partenaire, c'est ce que j'avais dit plus tôt par rapport à des collaborations. Donc, vous pouvez mettre un mail avec un thème et dans ce mail, vous pouvez ajouter un petit bloc avec une communication de votre partenaire et vous pouvez demander à votre partenaire de faire la même chose. Et comme ça, vous avez des gens de groupe cible et de la liste de votre partenaire qui sont sur votre site et vice-versa. Donc, comme ça, vous supportez l'un et l'autre. Des événements que vous organisez, vous pouvez aussi communiquer comme ça. Ou des concours, des actions. Normalement, vous ne faites pas vraiment beaucoup de concours pour votre database parce qu'un concours est souvent installé pour gagner des leads. Mais quand vous faites, par exemple, un concours sur votre site, c'est un signe de loyauté de l'envoyer aussi vers votre database et c'est quand même gratuit, donc faites ça toujours. Voilà, on a aussi des mails avec des deals ou des offres. Donc, ça sont des mails qui ont que des offres dedans. Quand vous voulez envoyer des mails comme ça, je vous conseille de mettre dans le case à cocher et dans pour vraiment communiquer aussi avec des gens qu'il s'agit que des deals et des réductions. Et en plus, si vous communiquez que vous allez envoyer des réductions, envoyez que des réductions et pas un prix qui n'est pas intéressant ou attractif parce que les gens vont plus ouvrir les mails. C'est mieux d'envoyer moins quand vous n'avez pas un deal que d'envoyer des deals qui ne sont pas des deals. Je dois ajouter à ça que ça, c'est certainement le cas en Flandre, parce qu'en Flandre, les gens sont assez... ils n'aiment pas beaucoup de revoir trop des réductions et des grands
communication avec des réductions et tout ça, mais j'ai déjà vu qu'en Wallonie, c'est moins grave. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être vous savez mieux que moi. J'ai vu que ça marche en Wallonie. Donc, c'est quelque chose aussi à essayer. Mais en Flandre, ça marche pas. Donc, si vous envoyez aussi des mails à des Flamands, je vous conseille certainement vers le côté flamand de ne pas communiquer trop de réductions que quand ils sont vraiment des bons réductions et des bons deals. Puis, email de confirmation, c'est très bon quand vous pouvez ajouter un track and trace dedans. Des mails pour réactiver des clients. Donc ici aussi, une collègue de moi qui s'inscrit pour le mail de IKEA, mais elle a depuis longtemps pas acheté quelque chose. Et maintenant, ils sont réouverts et ils ont envoyé un mail à elle pour donner une code de réduction pour la réactiver, donc pour qu'elle achètera quelque chose bientôt. Puis, très importante, une mail abandoned cart. Je ne connais pas le mot en français, donc je vais le rechercher après et vous encore donner. Mais un abandoned cart mailing, c'est un mailing qui est envoyé automatiquement quand quelqu'un a chargé des produits dans son panier, mais n'a pas finalisé la commande. Donc, vous savez déjà, cette personne est intéressée par votre boutique, intéressée par les produits dedans, mais il y a quelque chose qui a se passé et cette personne n'a pas payé, n'a pas acheté. Mais quand vous envoyez un mail pour dire ah on a vu que vous n'avez pas finalisé, est-ce que vous êtes oublié, vous voulez encore finaliser votre commande, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font ça quand même. Donc ça vaut la peine certainement. Une chose très importante et c'est pour ça que j'ai aussi dit de toujours mettre une case à cocher dans le panier. Et le type de mailing abandoned cart est une type spéciale parce que il y a 3 ans, avant 2018, avant que la loi est devenue plus sévère, on pouvait envoyer des gens qui ont déjà mis des choses dans leur panier, mais qui n'ont pas finalisé la commande et qui n'étaient pas inscrits par le newsletter, on pouvait leur envoyer un mail abandoned cart pour que ils ont l'intention d'acheter quelque chose. Mais après 2018, quand la loi est devenue plus sévère, on ne peut pas envoyer des mails aux gens quand ils ont l'intention à acheter, ce sont que des clients quand ils sont déjà achetés. Donc, vous pouvez que envoyer un mail abandoned cart à quelqu'un qui a coché la case à cocher et qui est inscrit à votre newsletter. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer. Donc, c'est très important de mettre cette case à cocher déjà dans le panier parce que quand les gens ont rempli le formulaire et ils ont mis quelque chose dans leur panier et ils ont coché la case à cocher, vous pouvez envoyer cette mail abandoned cart. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui sont inscrits sur votre newsletter pour avoir la possibilité d'envoyer des tels mails. Voilà, c'est aussi un courrier de vente incitatif, donc on dit en anglais upsell mail, et ce sont des mails qui proposent encore des produits en extra ou des services supplémentaires aux clients qui ont déjà fait un achat. Et c'est correspondant à l'achat que cette personne a déjà fait. Donc, par exemple, dans cette photo, Tracy, elle a acheté un uniforme pour son enfant pour aller en école, mais maintenant elle a reçu un mail de vente incitatif avec des autres vêtements pour des petits garçons qui vont à l'école. Et certainement, cet garçon, il va avoir
besoin de plus d'un pantalon. Donc, c'est très intelligent et très facile de faire ça et aussi une manière de vendre plus facilement. Voilà, comme j'ai dit, mailing de fidélité, ce sont des mails que vous envoyez aussi vers soit votre client qui sont encore actifs et vous voulez les réactiver, soit vers votre database de newsletter. Un mail de bienvenue, c'est juste pour souhaiter bienvenue des gens qui sont inscrits et souvent, ça vient aussi avec une inscription, avec une petite réduction. Une autre mail de fidélité est une mail d'anniversaire. Donc, ici aussi, ma collègue a inscrit dans beaucoup des listes d'adresses et elle a rempli aussi son âge. Et maintenant, elle reçoit un mail de joyeux anniversaire avec une réduction. Aussi, de nouveau, intelligente parce que, par exemple, ici, le code n'est pas valable que 14 jours. Donc, ma collègue, elle doit acheter quelque chose dans 14 jours pour avoir une réduction de 5%. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Donc, ça marche aussi très bien. Une autre idée est un mail avec code de réduction en cas de non-retour. J'ai entendu ça chez quelques entreprises qui ont beaucoup de problèmes avec des retours. Beaucoup de gens qui envoyaient des pièces en retour et ça coûte bien sûr beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Quand vous pouvez faire une manière pour limiter les retours et c'est que vous dites par exemple quand vous n'envoyez pas de retour en 5 jours, vous recevez un code de 10% de réduction sur votre prochain achat par exemple. Aussi à calculer dans votre budget marketing bien sûr, mais pour quelques entreprises, c'est plus bon marché que de tous les retours qui reviennent. Donc c'est quelque chose à calculer. Voilà encore quelques choses importantes par rapport aux structures des mails. Donc, d'abord, définir l'objectif du mailing. Est-ce que vous voulez informer, inspirer, vendre? Ce sont que des deals. Et puis, choisissez une seule thème principal de mail et tenez toujours compte de cette thème principal. Donc, pas un mail avec différents petits thèmes et qui sont un peu chaos. Non, un thème et des choses qui correspondent avec ce thème. Et ça ne doit pas être tout la même chose, mais un peu correspondant. Pas trop long, pas trop bref. Trop bref, des gens vont pas être intéressés parce que ça semble pas trop professionnel, pas trop long parce qu'ils vont plus intéressés par les choses qui sont en bas. Donc, puis toujours regarder à l'orthographe. Je n'aime pas des fautes. C'est pas professionnel aussi quand vous reçoit un mail avec des fautes dedans. Toujours utiliser le même style et ton pour votre groupe cible. Donc, si vous dites vous, dites toujours vous. Si vous dites tu, mettez toujours tu. Mettez toujours un call to action, donc un bouton adéquat et travaillez avec des petits blocs. Donc, pas mettez un texte au long avec des liens dedans, mais travaillez avec, par exemple, un, deux, trois petits blocs et un thème en autre pour juste l'introduction. Et comme ça, vous pouvez mettre un call to action en bas de chaque bloc et puis placez toujours un bouton Call to Action vers l'offre complète dans le bas du mail. Pourquoi? Parce que quand le mail n'intéresse pas du tout la personne qui est en train de lire, il peut toujours encore aller à votre site, regarder l'offre complète. Donc, toujours placer des liens parce qu'on veut que les gens cliquent vers le site. Ça, c'est le but le plus important de mail. Donc, un mail n'est pas
ça n'existe pas que pour vendre maintenant un produit, c'est aussi pour augmenter un peu le trafic sur le site, pour inspirer des gens, pour cliquer un peu sur le site que ils vous savent. Et aussi, la ligne d'objet est très important. Utiliser des émoticônes, ça marche très bien. J'avais aussi ajouté 2 liens où vous pouvez trouver tel émoticônes pour utiliser dans la ligne d'objet. Puis, quand envoyer et à quelle fréquence? Je dois bien sûr aussi dire que voilà, ce sont les résultats que j'ai obtenus par tester beaucoup, par envoyer beaucoup de mails. Et on voit que ces résultats sont plutôt généraux, mais bien sûr, testez aussi pour votre groupe cible. Peut-être pour votre groupe cible, le vendredi est un jour parfait, mais normalement, le vendredi n'est pas très intéressant. C'est plutôt le mardi, mercredi, jeudi, et on voit que ce sont avant les heures du bureau, donc à 7 heures du matin, 8 heures du matin, puis vers midi quand quelqu'un va manger, et puis vers 8 heures quand les enfants sont allés dormir et quand des gens sont assis sont assis avant leur TV, par exemple. Et samedi, dimanche, c'est un peu plus tard quand on se lève et puis peut-être encore dans le soir. La fréquence, ça dépend du type de mailing que vous envoyez. Pour un newsletter, je vous conseille de ne pas envoyer plus d'une fois par semaine. Et si vous avez encore non, pas plus d'une fois par semaine. Si vous envoyez des deals, je vous conseille d'envoyer que quand vous avez vraiment un deal. Donc, comme par exemple, c'est décembre et vous avez beaucoup de réductions, vous pouvez envoyer des deals 2 fois par semaine si les gens ont donné leur consent pour ça, bien sûr. Mais sinon, et vous n'avez pas de deal, vous envoyez un deal un fois par mois pour rester top of mind. Mais c'est juste de envoyer que des mails quand vous avez du contenu. Donc, pas envoyer 2 fois par semaine un mail sans contenu intéressant. Le contenu est vraiment essentiel. Donc, tenez ça en tête, bien sûr. Et puis, ce que vous pouvez toujours faire et quand vous avez vu qu'un certain mail n'a pas très bien marché, vous pouvez l'envoyer de nouveau, mais uniquement aux destinataires qui n'ont pas encore cliqué le bouton « Ouvrir » la première fois. Donc, les gens qui n'ont pas encore vu le mail, vous pouvez l'envoyer de nouveau. Peut-être une autre jour ou une autre heure pour voir si ça marche mieux. Voilà aussi personnaliser les mailings. J'avais déjà dit que c'est important de rendre compte le contenu du mail. Donc, le contenu est très important et plus que le contenu est correspondant avec le client ou le prospect, plus que c'est intéressant pour lui, plus que la chance qu'il va visiter votre site ou va acheter quelque chose. Donc, personnaliser, c'est important, mais utilisez uniquement un texte personnel quand vous êtes certain que ce qui figure dans le texte s'applique vraiment effectivement à les personnes qui ont reçu le mailing. Par exemple, moi, j'avais reçu un mailing qu'il me voit toujours tout seul au début des contests de courir et maintenant, la fois prochaine, il espère que je vois avec mes amis. Mais moi, j'ai jamais fait un concours comme ça, donc ça me semble un peu drôle de recevoir un mail comme ça. Aussi, ici, par exemple, de nouveau, ma collègue, elle a reçu un mail, mais ça son surnom. Donc, pour moi, ce n'est pas très professionnel. Donc, peut-être si vous avez obtenu des contacts, c'est
c'est intelligent de regarder les listes et voir si les prénoms et le surnom sont dans les correctes lignes pour que quand vous envoyez un mail automatique, parce que c'est pour ça que ce n'est pas correct, vous envoyez le nom correct. Parce que le système va prendre le nom de votre Excel, par exemple, et si ce n'est pas dans le correct colonne, vous avez des erreurs comme ici. Donc, puis un entonnoir de mail, c'est un marketing funnel. Donc, ça veut dire que on va d'un lead créer un client qui a acheté quelque chose par envoyer des mails qui lui dirigent dans cette direction. Donc, un email funnel, marketing funnel par mail, c'est quelque chose que vous pouvez faire après quelqu'un s'est inscrit sur votre newsletter database. Et que vous pouvez envoyer avant qu'il commence à recevoir des newsletters normales. Et pourquoi? C'est juste pour quand cette personne va être dans ce funnel, vous allez lui diriger vers faire un achat. Et une fois qu'une personne a fait un achat, c'est un client et c'est plus facile de lui réactiver avec des newsletters. Donc, on commence avec un entonnoir de mails. Et ça commence juste avec un mail d'introduction ou un mail de bienvenue. Donc, bienvenue pour s'inscrire pour notre newsletter database et un peu d'infos. Puis, vous pouvez formuler un problème. Donc, le problème, c'est un problème sur lequel votre entreprise a une solution. Mais vous ne va pas encore donner la solution ici. Dans la troisième mail, vous allez présenter un petit peu la solution que vous avez pour le problème que vous avez mentionné la fois prochaine. Puis, dans le quatrième mail, plus d'infos par rapport aux solutions et vous mettez aussi une offre. Pas nécessairement avec un prix, juste une offre pour montrer c'est quoi dans votre offre complète. Puis, dans le mail 5, une promotion, puis un rappel et un dernier rappel. Et comme ça, vous avez déjà dirigé beaucoup de vos leads vers un achat. Et puis, vous pouvez commencer avec envoyer des newsletters normales et pour rester top of mind. Bien sûr, quand on envoie des mails, on veut aussi mesurer soit ils ont marché ou pas. Il y a deux choses qui sont importantes à mesurer. C'est le taux d'ouverture des mails, donc combien de gens ont vraiment ouvert le mail, et puis le click-through ratio, donc le CTR, et ce sont des gens qui sont cliqués dans le mail sur les liens venant à votre site. Donc, le taux d'ouverture, ça permet de déterminer à quelle fréquence un mail est ouvert. Donc, un taux d'ouverture entre 32 et 40 est très bon. Aussi, ça dépend de la qualité de votre liste. J'ai aussi travaillé avec une liste qui est énorme, avec un taux de 20%, et ça marche aussi bien parce que vous avez beaucoup de gens. Mais quand vous avez une liste de qualité, le taux est entre 30 et 40 pour avoir un bon résultat. Pour augmenter le taux d'ouverture, c'est important d'utiliser une ligne d'objet cohérente. Donc, des gens doivent savoir d'où venant le mail, aussi pour que le mail ne sera pas envoyé au spam. Donc, si vous pouvez, utiliser aussi une ligne d'objet personnalisée mentionnant le nom de la destinataire. Ça dépend aussi un peu du temps que vous utilisez dans vos mails, si vous utilisez le prénom ou le surnom. Comme j'avais dit, vérifiez dans les listes si le prénom et le nom figurent dans la bonne colonne pour ne pas avoir des erreurs. Et utilisez toujours un contenu intéressant. Peut-être vous pensez que ce n'est pas important pour ouvrir le mail, mais une personne qui savent que
la prochaine fois, le mail n'était pas du tout intéressant et vont pas de nouveau cliquer. Donc, utilise toujours un contenu intéressant. Puis, le click-through, donc des gens qui ont cliqué dans le mail. Donc, c'est calculé sur la base des liens sur lesquels on a cliqué. Donc, vous pouvez même utiliser un même lien plusieurs fois dans un même mail. On va pouvoir le séparer. Donc, on peut voir où exactement des gens ont cliqué. Et ça peut vous aider aussi pour définir la prochaine fois. Par exemple, un bloc en notes, c'est souvent cliqué. Si la prochaine fois, vous installez un mail, vous allez mettre la partie la plus importante dans le bloc qui est le plus cliqué. Comme ça, vous espérez bien sûr d'avoir le plus de clics sur votre bloc qui est le plus important. Donc, pour avoir des clics, et c'est le plus important pour vous parce que les clics viennent vers votre site, indiquez clairement les avantages pour cliquer. Toujours plusieurs liens, pas un lien parce que vous n'avez qu'une chance. Et aussi que les clients sachent à quoi s'attendre derrière le lien. Parce que si le client attend quelque chose complètement différent, ils vont arriver sur le site, mais quitter immédiatement. Donc, ce n'est pas aussi intéressant. Et finalement, mais c'est peut-être le plus important, mais quand même, finalement, des tests A/B. Donc, pourquoi on utilise des tests A/B? C'est pour voir quoi marche mieux quand vous envoyez un mail. Donc, par exemple, peut-être vous doutez que est-ce que je dois utiliser un prénom ou un surnom quand je mets le subject line ou est-ce que je mets des prix avec mes produits ou pas de prix? Vous pouvez faire des tests A/B et je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est comme ça que vous pouvez créer un mail parfait pour votre groupe cible. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un mail comme vous le faites toujours, donc la même structure et tout ça. Et par exemple, vous utilisez toujours le prénom, vous faites la même chose. Donc, votre mail A, c'est la version de contrôle, le mail que vous envoyez normalement. 50% de votre liste va recevoir ce mail. Mais 50% d'autres personnes dans la liste, ils vont recevoir mail B, donc la version de test, et vous modifiez une seule partie. Donc, par exemple, maintenant, vous voulez savoir si vous devez utiliser le prénom ou le nom. Dans le mail A, vous allez mettre le prénom, dans le mail B, le surnom. Et pour le reste, les mails sont toujours identiques, donc sauf pour le sujet que vous souhaitez tester. Et comme ça, vous pouvez tester l'un des deux qui marche le mieux, mais ne tirez pas de conclusion, bien sûr, après un mailing. Ça peut aussi être de la chance, mais répétez le mailing, par exemple, 4 fois, un mois ou 6 fois, et puis vous pouvez prendre votre conclusion et vous pouvez tester quelque chose d'autre. Et comme ça, vous pouvez créer votre newsletter ou votre mail parfait pour votre groupe cible. Voilà, voici ma présentation et s'il y a encore des questions, on est déjà 5 minutes trop tard, mais j'ai encore de temps, donc. Ok, merci Esme. Je vois qu'il y a 2 questions qui sont arrivées. Il y a une première question qui a été posée. Pourquoi Bipost promeut-elle cette approche emailing? Disons que ce webinaire, il a été organisé dans le cadre de tous les magasins en ligne. Et tous les magasins en ligne, c'est une plateforme que Bipost a construit justement pour soutenir les petites entreprises à lancer un webshop ou à faire croître leur webshop. Donc, c'est pas parce que Bipost fait l'envoi de colis et de mails que on n'est pas consciente qu'il y a que tout est digitalisé et que donc l'emailing est quelque chose de très important pour tout ce qui est e-commerce. Donc j'espère que on a répondu à votre question avec cette réponse. L'autre question, je crois que peut-être il faudrait un peu plus de détails parce que la question est
En cas d'erreur de plainte des clients, quelle est la sanction, amende appliquée et par qui, quand, combien, etc. Donc, Oui, je peux, je sais pas vraiment comment répondre à cette question. Ça dépend aussi, c'est quoi l'erreur. Bien sûr aussi la grandeur de l'entreprise, parce que si vous êtes une entreprise qui est super petite, je pense pas vous allez être contrôlé trop vite. Mais je veux certainement pas promouvoir de faire des erreurs et de ne pas suivre la loi. Donc, je dis juste, ce sont quoi c'est quoi la loi, mais je sais pas vraiment, ce n'est pas à moi de définir l'amende, bien sûr. Donc, quand il y a un problème, je pense c'est certainement une amende. Donc, la sanction va toujours être une amende, mais combien? Ça dépend du grandeur de l'entreprise. Ça dépend aussi de la grandeur du liste que vous avez et qu'est-ce qui s'est passé avec les données. Donc, si vous avez vraiment donné des données des gens à une autre entreprise sans sans appliquer la loi, vous allez payer une amende, mais quoi exactement, je ne sais pas. Voilà, c'est toutes les questions qu'il y avait jusqu'à ce moment. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont d'autres questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Je veux juste vous répéter que si vous avez encore des questions à ce sujet ou d'autres sujets, vous pouvez toujours planifier une session avec Esme qui est tout à fait gratuite. Donc, vous pouvez la planifier sur le site de tous les magasins en ligne. Et donc, comme j'ai dit au début du webinaire, donc tout a été enregistré. Vous recevrez un lien dans l'enquête qu'on vous enverra dans quelques jours. Et vous pouvez aussi toujours retrouver le webinaire en entier sur notre site. Voilà, la personne qui avait posé des questions, il te remercie, Esme. Et donc, je tiens à te remercier aussi et je vous souhaite tous une bonne soirée. Bonne soirée, merci.